Hello les explorateurs et bienvenue dans la nation du e-commerce. Je me prénomme Nicolas Chevalier et suis explorateur en chef d'e-commerce nation. Dans ce podcast, je vous emmène dans les coulisses du e-commerce en France. Comme chaque mercredi, vous découvrirez des retours d'expériences exclusifs, des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleurs. J'espère que vous êtes confortablement installés pour ce voyage au cœur de la nation du e-commerce. Bonjour à tous les explorateurs, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec Karine Repstock-Fontana, fondatrice de Retail Remaker et passionnée du retail et de tout ce qui l'entoure. Elle revient avec nous dans ce podcast sur l'expérience client, le réenchantement du point de vente et bien sûr l'omnicanalité. Bref, tout ce qui a fait le retail et sa réinvention durant ces dernières années. Alors bonjour Karine, comment vas-tu ? Bonjour Audrey, très bien, pleine d'énergie après mon retour de la NRF. Alors, je vais commencer simplement en te demandant de nous retracer ton parcours professionnel et nous raconter tout ce qui t'a mené jusqu'au poste que tu occupes aujourd'hui. Alors moi j'ai forgé mon expertise retail au sein de grands groupes. J'ai commencé chez Lu quand il était dans le groupe Danone, chez Yoplait, j'ai fait un tour par LVMH et j'ai passé une bonne partie de ma carrière chez Orange. Donc dans des postes de responsabilité, dans les ventes, le merchandising, le marketing, la communication, l'expérience client, le marketing digital. Ça m'a permis d'avoir une vision à la fois marque et distributeur, et puis de découvrir les différents réseaux de distribution et leurs enjeux. Mon dernier poste était directrice internationale du retail chez Orange, où j'ai piloté le projet Smart Store, qui était la refonte de notre concept de boutique, qui était connecté au plan stratégique essentiel 2020 et qui visait à réinventer l'expérience client. Et donc ce projet qu'on a déployé dans 15 pays, 16 pays, visait à proposer une nouvelle expérience client à nos clients et justement à incarner la transformation de l'entreprise euh, sur la partie retail. Il ne s'agissait pas juste de changer le papier peint ou de faire un joli design, mais vraiment de réfléchir en profondeur l'expérience client qu'on allait proposer dans nos boutiques. Ça m'a occupé quelques années et je me suis rendu compte des enjeux et de la difficulté de la transformation du retail. Je me suis aussi rendu compte qu'il y avait des nouvelles marques, les fameuses DNVB, qui étaient en recherche d'expertise sur cette partie retail. Finalement, décidé de sauter le pas de la création d'entreprise et d'utiliser toute mon expertise, mon réseau, mes connexions pour justement créer Retail Remaker. Oui, alors effectivement, aujourd'hui, tu es à la tête d'une entreprise toute récente, Retail Effectivement. Remaker. Donc, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu, dans un premier temps, nous présenter ton entreprise, votre expertise, ce que vous faites, et surtout nous raconter comment est né le concept, même si tu viens un petit peu d'en parler. Alors, Retail Remaker, il est né d'un constat, c'est que j'ai vraiment vécu au quotidien quand je devais mener ces transformations retail. C'est que en face de moi, pour m'accompagner sur ces sujets, soit j'avais des cabinets de conseil qui me faisaient des choses très brillantes, pas toujours opérationnelles. J'avais des agences de design qui me faisaient des choses très belles, mais pas toujours fonctionnel. Pour la partie digitale, soit on proposait des expériences qui pouvaient être gadgets, ou alors il fallait vraiment travailler dans le cœur du système avec et parler le langage SI pour pouvoir travailler sur les sujets vraiment qui permettaient de transformer l'expérience. Et puis à côté de ça, il me fallait des architectes pour pouvoir les réaliser, de la formation pour pouvoir justement faire en sorte que les vendeurs s'appropriaient ce nouveau concept et incarner la nouvelle relation client qu'on souhaitait proposer.
Et que tout ça, ça faisait un gros écosystème à la fois à trouver, à fédérer. Et j'ai réussi, moi, dans ce cadre de projet, à pouvoir activer un certain nombre de partenaires, de fournisseurs. Et je me suis rendu compte en discutant avec beaucoup d'autres directeurs retail, il n'y avait pas vraiment sur le marché un acteur qui pouvait les accompagner, les conseiller et leur proposer quelque chose d'un peu clé en main pour pouvoir les accompagner tout au long de leur projet. Donc, Retail Remaker est né comme ça, de cette volonté de pouvoir proposer en fait un acteur original, on va dire, et singulier. On a vocation à accompagner les marques et les distributeurs dans la mutation du commerce, en leur proposant justement un écosystème d'expertise, de solutions et de services pour les accompagner de la stratégie jusqu'à la réalisation clé en main. On a vocation à être aussi créatif qu'une agence de design qu'on est d'ailleurs, et puis quelque part aussi pragmatique que les gens qui après doivent pouvoir mettre en œuvre ces idées créatives. Donc je me suis associée aux compétences de Jérôme Paco, qui est un architecte designer qui a travaillé pour des grandes agences de design sur Paris et qui a mené des projets internationaux. Et puis j'ai autour de moi tout un panel d'experts qui ont travaillé sur la partie communication, design, merchandising, architecture. On a dans notre actionnariat une entreprise qui est spécialisée dans tout ce qui est digitalisation du retail. Et donc, on a cette volonté de pouvoir associer à la fois la vision métier, la vision design, architecture, et puis la partie plus digitale. On a lancé le projet l'année dernière. J'ai bénéficié du support d'Orange pour m'accompagner dans ce projet, donc qui a été vraiment un plus pour moi. Et on a déjà lancé quelques beaux sujets et on est assez confiant pour l'avenir. Ok, génial. Donc en fait, vraiment un acteur qui accompagne et conseille les retailers à 380 degrés. Voilà, 380, exactement. Parce qu'effectivement, le sujet n'est pas juste de délivrer le projet et puis de partir après, mais c'est vrai qu'avec on a la possibilité, et c'est justement un des enjeux aussi, c'est de les accompagner dans l'animation, dans le travail autour de l'expérience et du renouvellement de l'expérience une fois qu'on a ouvert. Voilà. Ok, donc en fait, tu les aides vraiment après, quoi, tout le temps. Oui, on peut travailler dès le départ sur ce qui est stratégie en amont. On est en capacité de pouvoir travailler aussi sur des data, de pouvoir faire du category management, du merchandising, de la communication de marque, la plateforme de marque, le concept, et puis derrière on parle en fait toutes les langues et toutes les langues, puisque pour pouvoir faire mon projet Smart Store, j'ai dû un peu apprendre toutes les langues. Et l'idée, c'est de pouvoir justement soit leur proposer une solution clé en main, soit par briques, en fonction de leurs besoins, et de monter des méthodologies qui leur vont vraiment parfaitement par rapport au projet qu'ils ont à faire. Ok, très bien. Oui, donc tu nous le disais, ça t'est venu un peu cette idée, toute ton expérience dans le retail, parce que tu as travaillé plus de 18 ans, si je ne me trompe pas, dans le retail. Même un petit peu plus. Même plus. Oui, donc tu as dû en voir passer des choses. Moi, j'aimerais bien savoir quelles évolutions majeures, notamment, tu as pu observer durant toutes ces années. Principale mission pour faire face à ces évolutions. Donc, il nous en a un petit peu parlé avec le Smart Store d'Orange, avec la refonte boutique, la réinterprétation de l'entreprise, l'expérience client et tout ça. Donc, oui, vraiment, les évolutions majeures que tu as observées dans le retail ces dernières années. Donc, 10 dernières années, on va dire. Alors, c'est vrai que moi, j'ai encore connu cette fameuse période où on parlait de la fameuse ménagère de moins de 50 ans qui décidait pour le foyer, qui faisait ses courses à l'hypermarché, etc. Donc, voilà, j'ai connu ça. Et puis, j'ai vu l'arrivée
de l'e-commerce et de la transformation et de la révolution digitale, et qui a été comme une boule dans un jeu de quilles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on regarde un petit peu le panorama, en 10 ans, ça a complètement changé. D'ailleurs, ma première NRF était il y a 10 ans à peu près. Et je suis rentrée complètement bouleversée de New York en expliquant à mes petits copains d'Orange que là, il y avait une révolution. Ça s'appelait l'omnicanal, le mobile en point de vente. Enfin, tout le monde me regardait avec des yeux ronds. Mais c'est vrai que j'ai vu arriver le tsunami de la révolution digitale. Et puis c'est vrai qu'en étant chez Orange, on l'a vécu en plus de l'intérieur Oui. parce que on était au cœur de cette transformation digitale. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on regarde, acheter n'a jamais été aussi facile. On a des consommateurs qui, pour trouver le produit, acheter, payer, récupérer, tout s'est simplifié. On n'a plus besoin d'aller le samedi à l'hypermarché, etc. Donc on peut tout trouver. Moi, je suis effarée, mais dans le bon sens du terme. On peut regarder, certes, il y a des magasins, il y a l'e-commerce, mais il y a des bus, il y a des magasins autonomes, il y a maintenant même des distributeurs de voitures automatiques. On peut acheter sur les réseaux sociaux, on peut scanner avec son mobile, on peut même scanner sa copine qui a un sac qu'on aimerait bien avec la reconnaissance visuelle. On a le produit qui s'affiche, la voie est en train d'arriver. Donc il y a vraiment ce côté simplification de l'achat. Derrière, si vous voulez le récupérer, certes, vous pouvez aller, on le livre chez vous, mais on a le magasin, on peut le faire dans des lockers, on peut le faire dans son coffre, bientôt dans son frigo. Enfin voilà, donc toute cette face-là, c'est vraiment, on achète n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand. Les acteurs du digital ont vraiment révolutionné cette façon de faire, et puis ils ont bousculé les modèles et établi des nouveaux standards. Maintenant, la livraison en 1 heure, 2 heures, ça devient tout doucement du standard. On a le click and collect, on peut faire des retours en magasin, ils ont vraiment changé les façons d'attendre et de livrer les produits. Et puis ces nouvelles marques qui viennent du digital, elles ont quand même remonté les attentes des clients en termes de relations, même en ligne, hein, parce qu'on dit souvent, oui, la relation client, elle est plus en magasin. Vous regardez Cézanne, ils ont une relation client qui est très bien faite, même en ligne. Et du coup, j'ai vraiment pu voir que pour les marques et les distributeurs, c'était l'enfer. Parce que les clients ont complètement changé. Avant, déjà, on avait cette fameuse ménagère de moins de 50 ans, etc. Maintenant, on a une multiplicité d'acheteurs. Les cibles sont vraiment nombreuses. Et on a des familles qui sont complètement décomposées et recomposées. Donc, ça change aussi les modes de consommation, les circuits de décision, les rôles sont définis au sein du foyer. Et puis on a des clients qui sont finalement très égocentrés, c'est moi, pour faire des selfies, qui ont besoin qui sont très exigeants. Ils veulent plus attendre, ils sont impatients, ils sont pressés, ils veulent tout de suite, où ils sont. Il y a une dimension qui sont aussi très responsables, on va dire. Il y a une expression que j'ai entendue à la NRF qui me plaisait bien. On est passé alors en anglais ça rend mieux qu'en français, mais on est passé du value for money au values for money. On est vraiment passé du consommateur vraiment qui consomme beaucoup au consommateur, comme on dit, et donc où les valeurs sont importantes aussi. On achète plus, on veut du bon, du l'utile, on veut du sain, de l'éthique. Les jeunes sont en train de radicalement changer les choses, très exigeants sur ce qu'ils veulent. Donc ça bouge beaucoup. Ils sont hyper connectés.
que ce soit avec son mobile. Maintenant, l'e-commerce, c'est un standard, on n'a qu'à voir les résultats d'Amazon. En plus, avec le mobile, ils interagissent tout le temps et on est sur des micro-moments en fait d'achat, ce qui est assez difficile aussi à gérer. Parce que très souvent, on commence un parcours, ensuite on fait autre chose, on continue le parcours, ou alors on fait le parcours en même temps qu'on fait autre chose. Donc c'est très On met difficile. les Ouais, on fait les favoris. favoris, c'est très difficile. Il y a cette dimension sociale aussi où ils ont besoin des avis de tous pour avoir. Donc, il y a une petite défiance des marques qui se fait aussi. On fait plus, alors à tort ou à raison, confiance à ses pairs. Et puis il y a un dernier sujet aussi qui est en fait, de la voiture et de la mobilité, où il est finalement, alors ça dépend entre les centres-villes et les campagnes, mais je le vois moi, avoir sa voiture aujourd'hui n'est plus le Graal en fait, sauf dans les campagnes, Oui, c'est voilà, plus ouais, sauf dans indispensable. les campagnes. Ouais. On voit se développer toutes ces mobilités un petit peu alternatives autour de l'autopartage, le covoiturage, les VTC, etc. Et ça change beaucoup de choses parce que on parlait de la ménagère de moins de 50 ans qui partait à l'hypermarché. Aujourd'hui, ils utilisent de moins en moins leur voiture perso, donc il y a toute la... c'est compliqué pour les centres co, pour les grands centres, et derrière, ils ont on voit arriver dans les centres-villes plein de nouveaux formats. Il y a Carrefour City Market, il y a Ikea, il y a Darty, il y a Decathlon. Et c'est vrai que Ikea, il n'y a pas si longtemps, a ouvert son premier magasin dans Oui, Paris, tout à fait. justement. Et on l'a vu là à New York, ils ont un petit format aussi. Enfin, on voit tous ces grands distributeurs qui viennent à des petits formats de centre-ville, essayent de se rapprocher de cette population-là, alors qu'effectivement, quand on est plus en province, on a encore ces centres qui fonctionnent comme point d'attractivité. Une chose est sûre, c'est que le point de vente quand même reste au cœur de la consommation des clients. Parce que si on regarde, je dis souvent, le digital fait le buzz, certes, mais c'est quand même dans le physique qu'on fait encore. Alors ça dépend des catégories de produits, mais 90% du business qui se fait en point de vente. Voilà, le commerce a changé. Et puis moi, j'aime bien toujours garder cette notion de commerce, voilà, parce que il y a eu les bazars, il y a eu des boutiques, il y a eu les grands magasins. On s'est dit ça y est, les petites boutiques sont mortes. Et du coup, voilà, on sait que le commerce se réinvente tout le temps et qu'on est dans une évolution, mais qui change beaucoup. Alors, moi, je l'ai vécu chez Orange. À un moment donné, je m'occupais des concepts de magasins pour la France. On arrivait toujours à créer une expérience un petit peu différente. Et on ne travaillait pas avec les autres canaux parce que ce n'était pas le sujet. Mais il est sûr qu'une fois que ce tsunami transformation digitale est arrivé, il fallait complètement repenser la façon dont on allait créer et opérer et faire évoluer nos boutiques. Et là, d'un seul coup, ça demande énormément de transversalité et puis de s'aligner sur une vision commune de toute l'entreprise, de manière à pouvoir vraiment définir qu'est-ce qu'on voulait offrir aux clients, comment ça allait quel impact ça allait avoir sur les parcours et sur les différents process, et puis derrière, quels étaient les différents enablers, que ce soit du SI, que ce soit de la formation, que ce soit de la communication. Et donc, il fallait qu'on aligne tout le monde autour de cette vision partagée de quelle allait être l'évolution de notre réseau de distribution. Et ça, c'est un sujet qui nous a beaucoup animés et c'était une des missions premières chez Orange, c'était de pouvoir aligner tout le monde autour d'un parcours d'achat revisité et sa déclinaison dans les boutiques avec tous les jeux d'interaction qu'on devait créer, les passerelles avec les autres canaux pour faire en sorte qu'on arrive à délivrer la promesse, sans compter tous les travaux autour du digital en point de vente pour pouvoir faire en sorte que les passerelles et les outils correspondent à ce dont on a besoin pour pouvoir délivrer notre expérience. Ok, ouais, très intéressant. Mais est-ce que tu aurais du coup un exemple vraiment concret de, par exemple, ce qu'on pouvait trouver de nouveau dans la boutique Orange? Tout au début, en fait, on avait 6 piliers qui nous guidaient.
qui finalement sont toujours valables actuellement parce que ce dont je me suis rendu compte, c'est que la transformation est longue et on le voit chez tous les retailers. Le premier point, c'était de se dire il faut que ma boutique s'inscrive dans un parcours omnicanal. Alors c'est facile à dire, mais ça voulait dire qu'effectivement, un client qui se présentait, il pouvait commencer son achat avant sur le web, se faire livrer en boutique, ou bien préparer un panier, ou faire en sorte que quand il arrivait dans la boutique, il n'avait pas besoin de répéter quel était son souhait ou son problème. S'il avait interagi avec un autre canal, on pouvait déjà savoir ce qu'il en était pour éviter qu'il se répète. Du coup, c'était ce côté vraiment fluidité entre le online, le offline, et puis des use cases autour du click and collect, qui étaient déjà les prémices, collaboration entre le online et le offline. On avait aussi la volonté de travailler sur l'accueil et la personnalisation, donc de réduire les temps d'attente, de pouvoir faire en sorte que quand on recevait le client, il était reconnu. Donc on avait la vision 360 du client, ce qui est un enjeu aujourd'hui pour les marques. On l'a encore vu là sur les stands de la NRF, cette vision 360 pour savoir finalement et avoir à un seul endroit l'intégralité des datas est juste structurant. On souhaitait faire en sorte que les clients qui venaient pouvaient interagir avec des vendeurs qui étaient experts et qui avaient des outils qui permettaient d'être efficaces. Donc, ça passait par de la formation, à la fois sur les produits, les offres, mais aussi la partie service. Puis, on voulait faire des guides dans cet univers digital qui pouvait les aider les gens, et puis les équiper avec des tablettes pour pouvoir avoir une relation complètement plus figée derrière un comptoir ou derrière un bureau, comme on a pu le voir. En Espagne, par exemple, chez Orange Espagne, tous les vendeurs ont une tablette où, depuis l'accueil jusqu'au paiement, ils sont en capacité de faire toute la relation client, la prise d'abonnement, l'homologation, etc. Et pour pouvoir faire en sorte aussi qu'on travaille plus en utilisant l'espace de démonstration qu'est la boutique, et plus derrière une relation figée avec un bureau qui sépare le client du vendeur. Donc on a fait ça. On a travaillé beaucoup sur la partie plus expérientielle. On voulait un endroit où les gens puissent tout tester. Ça paraît maintenant évident, mais à l'époque, les boutiques, on avait encore des factices, tous les produits n'étaient pas en test. Donc là, on a fait en sorte que tous les produits puissent être testés avec ce qu'il fallait. Et puis, on a travaillé aussi sur la couche de service qu'il fallait pour que les gens, quand ils venaient avec un produit, soit qui ne marche pas, soit qu'ils venaient d'acheter, ressortent de la boutique en sachant comment ça fonctionne, ou alors pour qu'ils puissent savoir comment allait être pris en charge leur problème. Donc, on a essayé de travailler sur ces éléments de fluidité et d'implémentation en fait de l'omnicanalité aussi dans les boutiques. Ok. Donc vraiment un gros travail sur la digitalisation du point de vente, l'expérience client et l'omnicanalité. Je pense le gros sujet de la fin de milieu de la décennie 2010, quoi. Et on en parlait tout à l'heure des DNVB du coup qui réenchantent, on va dire, le point de vente. C'est un terme qu'on entend énormément, le réenchantement du point de vente dans les stratégies marketing des retailers. Mais du coup, comment on peut enrichir l'expérience en point de vente? Et même, j'y pensais tout à l'heure, par exemple, quand on achète sur Internet. Donc, on achète sur Internet et on veut aller chercher en click and collect, donc on se déplace au magasin. Mais je pense qu'une fois qu'on arrive en magasin, le but, c'est de pas seulement venir chercher son colis, c'est quand même d'avoir une autre expérience. Ça dépend. Alors, ça dépend parce qu'il y a des gens, nous on l'a testé chez Orange, à un moment donné, quand on avait mis le click and collect, on avait dit, tous les clients qui viennent en boutique, on leur fait une éligibilité fibre, ou alors on essaie de leur proposer les accessoires qui pourraient fonctionner avec leur téléphone ou des choses comme ça. Vous avez ceux qui ont le temps
et qui se disent ah ben oui tiens c'est l'occasion, et puis vous avez ceux qui n'ont pas le temps du tout et qui veulent juste prendre leurs produits et repartir. Par contre, je sais que les standards disent quand même que quand on a quelqu'un qui vient en point de vente, on peut avoir un taux de rebond d'à peu près 30% pour certaines enseignes, et qui permet de capitaliser sur ce flux. Alors sur le réenchantement du point de vente, bon déjà moi je suis contente qu'on en parle parce qu'il y a quelques années on m'avait quand même dit Karine change de job parce que ton job est mort. Donc là je vois que j'ai bien fait de garder cette passion pour le retail. Et on voit que il y a des investissements qui se font dans les boutiques et que les retailers progressent. Alors réenchantement, pour moi, il y a deux façons de voir les choses. Il y a les gens qui ont envie d'efficacité, et puis il y a des gens qui ont envie effectivement plus d'émotion. Et donc, voilà. Et donc, en fait, il n'y a pas une réponse unique. Tout dépend un petit peu de qu'est-ce que j'achète, comment j'achète, où j'en suis dans mon parcours, etc. Je dis souvent, il y a par contre deux éléments structurants. C'est que il faut réduire les F et augmenter les E. Alors, les F, c'est les fameuses frustrations, frictions qui sont liées à l'attente, à la queue quand on veut du service ou du paiement, à tout ce qui concerne les ruptures. Avoir le bon assortiment, c'est juste structurant. Des vendeurs qui ne sont pas toujours formés, une relation qui n'est pas toujours personnalisée, un omnicanal qui ne marche pas, et puis une entreprise qu'on sent silotée. Donc ça, c'est vraiment cette logique de « j'ai envie qu'on me facilite la vie ». Alors, quand on a envie, dans cette démarche-là, d'avoir quelque chose qui nous enchante, entre guillemets, c'est vrai que quand on voit un magasin comme Amazon Go, je sais que ça discute pas mal, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien, mais pour quelqu'un qui est dans le quartier, qui veut acheter une salade, une boisson, un dessert, et qui veut pas perdre de temps, il est enchanté de pouvoir rentrer, prendre ses produits et de sortir. Après, c'est pas cette même personne, si elle va peut-être prendre plaisir à faire son marché, ou bien d'aller chez un retailer qui propose des fruits et légumes super et qui va faire quelques kilomètres pour acheter des bio. Donc ça dépend vraiment. Voilà. Oui, c'est ça, ça va dépendre. Ouais, ça va dépendre de son état d'esprit, de ce qu'il a prévu Tout à à ce fait. moment-là, un peu de sa vie. Oui, et donc il y a vraiment cette notion indispensable de réduire tout ce qui est frustration, friction, voilà. Et à l'inverse, c'est de développer, c'est les fameux E, tout ce qui est autour de l'émotion, de l'éducation, de l'expérience, de l'éthique. Et c'est vrai que du coup, là, on a des choses il y a des choses superbes qui se font, où là, par contre, on a envie de magasins qui séduisent, qui étonnent, où on va pouvoir prendre du temps, rencontrer des gens. On parle aux États-Unis beaucoup de cette fameuse relation à la communauté, où on va trouver, voilà, qui va nous rendre, voilà, où on va prendre plus de temps pour découvrir des choses. Et du coup, et où on va aussi jouer sur l'essence. Puis plus sur la personnalisation, sur la relation. Et donc voilà, du coup, le côté réenchanter le point de vente, ça dépend vraiment à qui on s'adresse, et même pas, à qui on s'adresse pour acheter quoi, à quel moment et quand et où. Et en fonction de ça, c'est sûr que l'investissement dans tout ce qui est réduction des frustrations, des frictions et de ce qui énerve autour du paiement, de la logistique, de l'assortiment des ruptures, c'est juste fondamental. Ça, c'est un contrat de base. Et après, selon la mission qu'on donne au point de vente et par la marque, on va définir quels sont les meilleurs formats qui sont adaptés. Parce qu'aujourd'hui, on voit plein de choses différentes s'ouvrir, et puis même des formats différents au sein des enseignes. Vous regardez Starbucks, Starbucks, il a son Starbucks standard, il fait des Starbucks partenaires avec, je crois que c'est Primi, là, avec un Italien il a la Roastery, où c'est l'expérience dans toute sa splendeur, il a du pick-up, il a plein de formats différents. Et ça, on le retrouve chez plein de retailers, avec des shop-in-shop. Et puis, vous avez ces fameuses DNVB qui essayent plein de choses.
pour pouvoir interagir et rentrer en relation avec le point de vente. Ok. Donc, en fait, là, j'allais te demander, moi, quels sont les éléments les plus importants aux yeux des consommateurs dans un point de vente. Donc, j'ai un peu ma réponse, je pense, c'est qu'on s'adapte à ses besoins du moment, à ce qu'il est venu chercher. Donc, comme tu disais, réduire la frustration et à côté de ça, développer tout ce qui est Ouais, émotion, parce que expérience. c'est très. En fait, il y a un moment donné, on se disait vraiment, oui, l'importance pour un magasin, c'est de toucher, c'est la démo, c'est une occasion, c'est le conseil, l'information. En fait, ça dépend. Il n'y a pas une réponse unique. Et le même client pourra faire des réponses différentes selon ce qu'il achète, comment et où. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. De son humeur, du moment, il pourra changer. Non. Oui. Il ne consommera pas de la même façon Mm. dans le magasin d'un jour à l'autre, quoi. Ok. Alors là, je vais te parler un peu plus à titre personnel, en tant que toi, consommatrice. Quelle est la meilleure expérience client que tu as vécue en magasin? Bah là, je suis cohérente, je vais te dire ça dépend. Moi, j'ai bien Bah aimé oui. Amazon Go. En fait, je devais juste rentrer, prendre un truc et sortir. Ça m'allait très bien. J'irai pas tous les jours, mais voilà. Non, plus sérieux. Voilà. Donc, de temps en temps, Oui, voilà, de voilà. temps en temps, ça t'a Moi, fait si plaisir j'ai d'avoir pas, ça. si j'ai pas le temps et si je veux quelque chose d'efficace, ça me répond à mon besoin. Maintenant, j'ai passé à côté de ça 2 heures dans l'atelier Chanel. Voilà. Parce que j'avais l'atelier Chanel, c'est un atelier à Soho où tous les produits Chanel sont en libre service. Il y a du service si on veut, il y a du libre, voilà, on se débrouille comme on veut si on veut, on peut apprendre, on peut découvrir. Et donc, moi j'ai passé 2 heures, j'ai finalement acheté des choses. Je suis ravie de cette connexion que j'ai pu faire avec la marque, avec un service remarquable et je suis partie avec toutes mes solutions dans mon appli puisque on se fait une sorte voilà, tous les produits adaptés sont chargés dans l'application, ça marche aussi en France, donc je peux continuer à acheter. Mais bon, c'est vrai que dans la beauté, ils font des choses qui sont. Il y avait Sephora aussi qui a fait des choses. Après, donc ça, c'est sur des chaînes qui sont, enfin, et des marques qui sont connues. Mais j'ai vécu une expérience hyper efficace et vraiment agréable quand je devais m'acheter des chaussures de ski. Très, très bêtement, mais j'étais dans une boutique que je connaissais depuis longtemps parce que je savais qu'elle avait un vendeur qui était très compétent, très pédagogue et qui expliquait là. Ils se sont dotés maintenant d'un scan 3D pour vraiment avoir une vision de mon pied. Ce qui fait que j'ai dû essayer, je crois, 3 paires de chaussures. J'ai pas perdu mon temps. J'ai essayé mes chaussures le lendemain, j'étais ravie. Donc là, il y a vraiment ce côté à la fois de proximité, ce côté technologique et digital qui enrichit et qui n'est pas gadget, vraiment la recommandation du vendeur. Un vendeur qui sait l'interpréter et qui sait du coup sélectionner dans sa gamme ce qui va le mieux et vous donner les explications autour de la chaussure. Et puis au final, un gain de temps parce que j'ai pas eu besoin, comme d'habitude, d'essayer je sais pas combien de modèles pour savoir si ça m'allait ou pas. Et voilà. Et puis après, on a aussi des expériences super parce que vous allez aller dans votre petit multimarque du coin où la fille vous connaît personnellement, c'est ce que vous avez acheté. Et là, du coup, c'est vraiment du commerce comme on le connaissait il y a longtemps. Donc voilà, il y a des choses. Je crois qu'on peut trouver son plaisir partout. Il faut juste que l'exécution soit bonne et que y ait vraiment du sens, que ce soit cohérent et que l'exécution soit bonne de l'entrée du magasin jusqu'à la sortie. Ok. Donc, trouver ce que tu cherchais au moment et la simplicité et une technologie. Voilà. Quand il y en a, une À bon technologie escient, qui à bon soit escient. utile. Voilà. À l'inverse, il y a eu des années où j'ai fait des expériences, et c'est moins le cas maintenant. Du coup, je pense qu'ils font des progrès sur la chaîne logistique. Mais j'ai vécu des expériences parfois, en particulier à la NRF, c'était devenu un gag où chaque fois que je voulais acheter un produit, il n'y avait plus de stock. Ah. Donc, il n'y avait plus de stock, donc ils ne savaient pas où était le stock, je ne savais même pas où va, ils ne proposaient pas de l'acheter, et là on a vu des progrès certains sur ces expériences. D'accord. Et du coup, la NRF, tu viens d'en parler. À l'heure où nous discutons, on est le 20 janvier, c'est terminé il y a 4 jours, on va dire, la NRF. Qu'est-ce que tu as retenu de cette édition ? Alors, bon, la NRF, il faut aller faire toujours 2 choses, c'est regarder le salon et aller se promener dans les magasins.
parce que on voit pas forcément les mêmes choses, heureusement. Mais le salon est devenu un salon très orienté tech, retail tech. Donc voilà. Et puis dans les magasins, on voit donc c'est finalement qui va être partie immergée de l'iceberg. Et puis sur les store tours, on voit plus ce qui est visible. Il faut aller parfois jusqu'à l'achat pour pouvoir vraiment se rendre compte de l'expérience et de ce qui est proposé en service additionnel. Donc, ce que je retiens, c'est que bon, tout le monde se construit par rapport à Amazon. Donc, on a vu beaucoup de choses autour de l'automatisation. Soit du magasin, soit de l'entrepôt. Il y a eu les Amazon Go là, qui ont ouvert très rapidement sur Manhattan. Donc avec cette volonté de gagner du temps, de l'argent, d'améliorer l'expérience et globalement d'être meilleur en termes d'efficacité opérationnelle. Donc on a vu des robots, des drones, beaucoup de caméras et de ce qu'on appelle computer vision. Et l'idée, c'est d'avoir moins de ruptures, de repérer les incohérences en merchandising, les incohérences en termes de prix, de pouvoir travailler sur les inventaires automatiques, et puis de travailler aussi sur, dans cette notion d'automatisation, il y a aussi la reconnaissance faciale. Alors c'est des choses qu'on voit déjà en Asie, mais qui pour les États-Unis et pour l'Europe, du fait de la RGPD, sont plus compliquées à implémenter, mais on commence à avoir des use cases qui fonctionnent. Donc vraiment globalement, cette automatisation pour pouvoir faire ces fameux magasins, ces use cases d'automatisation du retail. Beaucoup de sujets autour de l'efficacité de la chaîne logistique. Il y a vraiment cette guerre du dernier kilomètre et de l'efficacité de la chaîne logistique, de la visibilité des stocks, de savoir comment dispatcher les bonnes références au bon endroit en bonne quantité. Un autre sujet, c'est la fameuse vision 360 du client, où on voit que les grands éditeurs commencent à avoir maintenant quelque chose qui tient la route et on commence à pouvoir vraiment l'implémenter de façon plus simple. L'autre gros sujet, c'était tout ce qui est intelligence artificielle et data. Ça, c'est partout. Si vous n'aviez pas AI ou data dans vos hashtags Twitter ou dans vos stands, vous étiez has-been. Donc, on voit qu'il y a des investissements massifs dans les dernières technos en termes de connaissances clients et de personnalisation de relations. Et puis surtout avec ce sujet qui est de dire que si je veux effectivement capitaliser sur ce que me permet l'intelligence artificielle, il faut vraiment que j'ai une data qui soit à la fois riche, clean, que voilà, je puisse m'appuyer dessus sur à la fois ça et puis pour les analytiques pour vraiment personnaliser. Donc ça c'était voilà, sur un peu plus des choses tech. On a eu beaucoup de choses autour de l'humain. Alors tout le monde reparle voilà, que le vendeur est important. Macy's a même, lors d'une conférence, annoncé qu'ils allaient payer mieux leurs vendeurs, qu'ils allaient travailler sur la formation, sur les outils, qu'ils allaient travailler aussi sur leur planning pour que ce soit plus efficace pour tout le monde. Donc un vrai réinvestissement dans l'humain et aussi un enrichissement de leur capacité à travers des outils qui leur permettent d'être efficaces vis-à-vis du client et dans la gestion de leur quotidien, de manière à ce qu'ils investissent moins de temps dans les tâches chronophages et peu à valeur ajoutée, mais qu'on retrouve du temps face au client et pour apporter vraiment de la compétence, de l'expertise et de la relation. Alors ça, c'était, je dirais, sur le salon. Après, quand on va dans les magasins, moi, j'ai été étonnée de voir et ravie de voir comment les marques et les enseignes réinvestissaient dans leurs magasins pour créer de l'émotion à travers le design, à travers les matériaux, le merchandising. Il y a plein de boutiques où on rentre et on se dit « Waouh !» Et ça faisait longtemps qu'on l'avait plus. Alors certains vous diront oh, ben il s'est rien passé, il n'y a plus d'écran, il y a moins d'écran, il y a moins de sites, etc.
la lecture du retail là ne se fait plus seulement avec le dernier écran qu'on va mettre ou alors la dernière interaction digitale machin, mais vraiment dans cette mise en scène de la marque et cette création de relations et vraiment d'étonnement à travers justement des magasins qui sont, vous allez chez Nordstrom, vous allez chez Neiman Marcus, vous faites le Saks de la 5e avenue, vous faites même des boutiques dans Soho, il y a des choses qui sont vraiment très pointues, très léchées, très jolies et qui donnent envie en fait et qui recréent un petit peu de relation. Et ça a été vraiment une jolie découverte. De revoir l'investissement justement dans toute cette partie merchandising design. Derrière, beaucoup de services, puisque on voit dans tous les magasins, ils essayent d'enrichir leurs propositions avec du service. Et puis, évidemment, la partie digitale, mais au service vraiment d'une expérience qui fait sens et qui n'est pas juste gadget. D'accord. Oui, donc en gros, ce que tu nous dis, tu as un peu pu voir la théorie, donc avec les conférences à la NRF, et la pratique, quand tu t'es rendu en magasin. Juste pour y revenir un petit peu, c'était lequel magasin et comment tu as le plus subjugué? Tout le monde parlait du Nordstrom, là. Oui. Donc il y a eu pas mal de magasins. Effectivement, c'est Saks. Les 3 premiers étages de Saks ont été refaits. La partie beauté de Saks est franchement magnifique. Mais après, sur la partie expérience, c'est vrai qu'autour de la beauté et des grands magasins, il y a eu un vrai renouveau qui s'est fait. Neiman Marcus aussi. J'ai moins été bluffée par Nike. Nike, c'est très bien jusqu'au moment où vous achetez. Parce que j'ai fait Nike So et Nike House of Innovation. Et à chaque fois, j'ai mis, à un moment donné, 30 à 45 minutes pour avoir une paire de chaussures, l'essayer, la payer, quoi. Donc, elle est magnifique en termes d'expérience. Ouais. Il y a un storytelling de fou. Mais pas pour acheter, quoi. Mais pour acheter, c'est toujours la même galère, quoi. Donc, on a beau avoir ça. Alors, moi, j'ai essayé par le mobile pour commander la référence ou par le vendeur. Le problème, c'est que les stocks sont je ne sais pas où ils sont dans le magasin, mais en tout cas, ils sont pas proches de la surface de vente. Et donc, voilà. Donc, moi, ceux que j'ai bien aimés, donc Nordstrom, Chanel, et puis une boutique, alors dont personne ne parle, mais que j'ai particulièrement appréciée parce c'était un petit bijou, ça s'appelle Nest. Ça vend des bougies, des parfums d'ambiance, etc. On dirait un petit la durée, mais il y a vraiment, voilà, c'est ce côté, on peut toucher les produits, on peut les sentir, c'est joli, les vendeuses sont agréables, voilà, c'est... Et puis Amazon Go, moi ça m'a plu, c'était très pratique. Oui, je vois bien qu'Amazon Go t'as plutôt enchanté. Super, en tout cas pour ce bilan de la NRF, super complet. On va parler maintenant d'un événement plus français qui se passe à Paris le 30 janvier, jeudi 30 janvier, qui c'est le Up Day, Retail e-commerce. Je sais que tu vas y être présente. Et quel est ton rôle du coup sur son salon? Et est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce salon? Est-ce qu'on va y trouver? Donc effectivement, moi, je serai présente. Le Hub, j'ai découvert il y a quelques années dans le cadre, en fait, à un moment donné où je m'occupais d'un programme d'optimisation du marketing digital. Et donc, j'ai fait plusieurs sessions du Hub Forum dont j'aimais le format parce qu'il était très punchy, avec des conférences à la fois de qualité par des bons niveaux d'intervenants sur des formats assez courts, 15-20 minutes, avec soit des keynotes ou bien des partenaires qui présentent des use cases avec leurs clients. J'ai aussi été plusieurs fois à la NRF avec le Hub Institute, et donc c'est une équipe que j'apprécie parce que je les trouve très pertinents, plein d'énergie. Ils sont vraiment, ils suivent l'évolution de la transformation digitale sur tous les secteurs, et donc c'est toujours plein d'insights très intéressants. Là, la volonté de ce Up Day, c'est de justement faire une séquence dédiée au retail et de la transformation du retail, contrairement à l'année dernière, d'avoir 3 parcours différents, qui sont inhérents à la transformation aujourd'hui du retail. C'est la supply chain, le digital, l'omnicanal, et la partie transformation point de vente in-store.
les trois, en particulier digital et in-store, ne s'opposent pas parce qu'on va parler du magasin dans le digital et on va parler du digital dans la partie in-store. Et moi, mon rôle, c'est d'animer le track qui est sur la transformation in-store et donc à la fois de présenter les tendances, de pouvoir faire quelques interviews. On aura en particulier le patron, le DGA de Nature et Découverte, qui va nous parler de comment on parle justement de retail expérientiel. Eux, ils ont été précurseurs, donc là, c'est comment se réinventer quand même. Oui, c'est vrai que Nature et Découverte, pour le coup, ont été, comme tu disais, précurseurs dans le domaine de l'expérience en magasin. Tout à fait. On aura la présentation du dernier concept de Chanel, on aura une table ronde avec Cécilia Bonheur qui va donc nous présenter les DNVB. En fait, ils vont faire une table ronde sur l'avenir du centre commercial. Et puis, on a un certain nombre d'autres intervenants qui vont en parler, à la fois rôle du vendeur, l'intelligence artificielle au service du retail, toute la partie étiquette électronique pour justement améliorer l'efficacité opérationnelle en point de vente et gagner ce fameux temps pour remettre du temps vendeur en face du client. Donc, on a une palette d'intervenants et de sujets que je vais du coup soit interviewer, soit présenté pour justement amener aux autres retailers qui seront dans la pièce des insights et des éclairages qui leur permettront de tirer en parti pour leur transformation dans leur entreprise. Okay. Alors Karine, comment tu décrirais le hub retail e-commerce en 3 mots ? Je dirais incontournable, inspirant et pragmatique. Ok, voilà. 3 mots qui donnent envie en tout cas d'y aller et aussi avec tout ce que tu nous as dit avant. Donc on a vraiment parlé de choses passionnantes du retail. Enfin, ça se voit que tu es vraiment une passionnée du retail, donc hyper intéressant et inspirant d'entendre des gens comme toi parler. Donc pour terminer, je vais te demander quels sont tes projets à venir. Je suppose développer davantage Retail Remaker, mais qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter de bon alors ? Effectivement, là, c'est comme on est en plein développement et en plein boom, c'est effectivement de trouver plein de marques et de distributeurs qui aient envie de travailler avec nous et qu'on puisse accompagner dans cette transformation retail qui me passionne. Voilà. Super. Un mot de la fin ou pas ? Non, moi je suis ravie de voir que les marques et les distributeurs réinvestissent comme ça dans les magasins, parce qu'on se rend compte que finalement, maîtriser sa distribution, c'est maîtriser son expérience de marque, et que les gens n'ont plus envie seulement de promesses de marque, mais ils ont envie de concret et de vraies preuves, et que le magasin est une vraie preuve et qu'il mérite toute notre attention pour pouvoir en faire un levier vraiment de différenciation. Super, c'est un beau mot de la fin, je pense. Merci beaucoup Karine pour le temps que tu nous as accordé et merci beaucoup pour tout ce que tu nous as dit. Alors, moi j'ai vraiment pris énormément de plaisir, donc j'espère que nos auditeurs également. Merci. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la découverte d'une nouvelle personnalité. N'hésitez pas à vous abonner au podcast des explorateurs du e-commerce sur votre plateforme préférée et à partager sur les réseaux si vous avez apprécié cet épisode. À très vite pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas que l'exploration se poursuit sur e-commerce Nation.